Entre 1756 et 1763 a lieu une grande guerre multinationale presque à considérer comme une des premières guerres mondiales où de grandes puissances se sont affrontées sur des terrains d'action ayant lieu tout autour du globe, la guerre de 7 ans, opposant principalement la Grande-Bretagne alliée à la Prusse et quelques États vassaux ou participant temporairement comme l'Irlande et le Portugal, contre la France alliée à l'Autriche et quelques États vassaux ou participant temporairement comme la Russie et l'Espagne. Finissant par une victoire anglo-prussienne, cette guerre est à l'origine de la perte du colossal empire français en Amérique qui couvrait alors presque la moitié de l'Amérique du Nord, au profit de la Grande-Bretagne qui en confiera quelques portions à l'Espagne. Mais s'il en avait été autrement ? 1762, par un incroyable coup de chance, la France associée à l'Espagne remporte une bataille navale majeure au large des côtes américaines, mettant un coup sévère à la marine royale britannique. Dès lors, possédant plus facilement la maîtrise des mers aux abords américains, les troupes françaises sont davantage en mesure d'être réapprovisionnées ou de recevoir des renforts, et ainsi de reprendre l'ascendant sur le front terrestre. Quand la paix est signée en 1763, le camp franco-autrichien a l'avantage. La France négocie la récupération des territoires britanniques autour de la baie d'Hudson qui n'ont pas cessé de changer de bord tout au long du XVIIIe siècle, ainsi que les autres territoires canadiens-britanniques restants, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Plus au sud, la France récupère la Guyana, séparée de la Guyane française par la Guyane néerlandaise. Une zone qui va évoluer sous contrôle français au cours des ans, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir dans les commentaires où ce sera noté. Pourquoi ? Car ce serait trop long ici sinon. La France récupère aussi l'île de la Barbade, proche des Petites Antilles, en grande majorité française. La Floride, elle, reste espagnole. En Inde, les possessions coloniales ne bougent pas, et en Europe, l'Autriche affirme sa surpuissance en Europe centrale et récupère la région disputée de Silésie à la Prusse. Les Antilles britanniques, la Jamaïque ainsi que les 13 colonies restent en revanche à la couronne. L'équilibre du monde américain s'en trouve radicalement bouleversé par rapport à ce que l'on connaît. Comment peut évoluer le continent dans cette configuration ? 1765. La France, par sa victoire, qui fut néanmoins très difficile, malgré l'immensité de son territoire américain, s'est rendu compte du faible aménagement de celui-ci et du retard considérable accumulé en comparaison des 13 colonies britanniques, bien plus colonisées et industrialisées. Car oui, la très grande majorité de la Nouvelle-France, découpée en 2 vastes régions, le Canada au nord et la Louisiane au sud, est très peu peuplée, sauvage, vide à plus de 99%, simplement ponctuée de plus de 150 forts dispersés sur tout cet immense territoire. Ces colonies américaines ont longtemps été quasiment abandonnées par la France, les jugeant trop chères et peu rentables. On trouve à peine 90 000 habitants occidentaux contre plus d'1,5 million colons britanniques dans leurs colonies. Mais à la différence colossale avec les Britanniques, cette maigre présence a permis aux Français de toujours conserver des relations très cordiales avec les Premières Nations américaines, faisant commerce et les intégrant pleinement et sans violence à l'organisation de la Nouvelle-France. Ce qui poussa d'ailleurs plusieurs d'entre eux à se battre côté français dans la guerre de 7 ans, contre les Britanniques. La France désire désormais renforcer considérablement sa présence en Amérique et donner un gros coup d'accélérateur au développement de la Nouvelle-France. Des quotas de colonisation sont établis pour envoyer un nombre minimum de colons et d'infrastructures en Amérique chaque année, suivant un plan appelé Convention Chabrier, du nom de Bernard Chabrier, en charge de son élaboration et de le proposer au gouvernement royal. En 10 ans, le nombre de colons occidentaux français, mais aussi d'autres nationalités venues s'installer en Nouvelle-France, va être multiplié par 5. Mais à partir de 1790, les quotas ralentissent et la Convention Chabrier mise quelque peu de côté devant les priorités révolutionnaires de la métropole. Il faudra attendre le début de l'Empire pour noter une reprise décente avec un nouveau calendrier colonial napoléonien à suivre. Une attention particulière est portée au respect des Premières Nations, de leur territoire et à leur intégration. La Confédération iroquoise, au sud des Grands Lacs, fait partie des plus importants groupes avec qui traiter. Au fil des décennies de présence française, ceux-ci permettront également d'atténuer les conflits entre les Premières Nations, notamment entre Iroquois et Algonquins du Canada,
favorisant les accords et promouvant le vivre ensemble. Bien sûr, tout ne se fera pas sans accident. Quelques colons trop zélés, désireux d'éliminer ces sauvages gêneurs, selon eux, ou à l'inverse, quelques tribus locales finalement trop hostiles à ses voisins occidentaux. Néanmoins, ces accidents locaux seront à des années-lumière des massacres purs et simples et d'exclusions fermes que le continent a connus. Les Premières Nations sont petit à petit proprement assimilées au sein de la Nouvelle-France, sans violence majeure ou rejet, et deviennent finalement des habitants à part entière des colonies. Si les droits des tribus sont respectés, en revanche les droits et acquis des Occidentaux ne sont pas encore accordés aux autochtones, comme les aides financières ou les postes à responsabilité, pour ne citer que ça. À l'ouest, une course à la conquête s'opère entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Espagne, pour la partie encore non revendiquée du continent. La frontière se pose naturellement au niveau des montagnes rocheuses, en montant vers le nord. Mais la Nouvelle-France ayant un avantage bien plus au nord dans le Canada, elle peut obliquer plus rapidement vers le Pacifique et fermer le territoire au niveau du fleuve Columbia, stoppant là toute possible avancée espagnole. L'exploration française continuera alors lentement vers le nord, le long de la côte, dans la région qui sera appelée la Nouvelle-Bretagne, à l'approche petit à petit des territoires côtiers contrôlés farouchement par les Russes qui interdisent tout passage, alors qu'ils n'ont que quelques minuscules colonies dans l'Alaska et le long de la côte pacifique, le port russe le plus important étant Novo-Arkhangelsk avec moins de 1000 habitants. La Nouvelle-France permet d'apporter une manne financière précieuse à la France révolutionnaire des années 1790 puis au Premier Empire. Ne souffrant plus de cette perte coloniale et n'étant plus en grosse difficulté financière, la France métropolitaine peut se consolider plus fortement, provoquant possiblement une autre déviation historique également sur le continent européen. Mais ne nous y attardons pas pour nous concentrer uniquement sur l'Amérique. Mais revenons en 1775. Suite à des agitations qui durent déjà depuis 10 ans, la guerre d'indépendance des 13 colonies démarre officiellement pour se libérer de la direction britannique. La France, et aussi donc la Nouvelle-France, intervient dans le conflit, voyant là l'occasion de continuer à expulser l'autorité anglaise d'Amérique. Le 4 juillet 1776 marque la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais le conflit en soi continue néanmoins pendant quelques années encore. La Nouvelle-France encadrant littéralement les 13 colonies, l'intervention française est plus forte et permet d'agir n'importe où. Cette intervention puissante française permet aux jeunes États-Unis de voir leur ambition à la hausse, et avec le soutien de quelques navires de la flotte française, ils partent à l'assaut de l'archipel des Bahamas et turcs et caïques, mais également vers les Bermudes, où après une âpre bataille navale, ils s'emparent à terre de la nouvelle base navale britannique, servant désormais d'avant-poste dans l'Atlantique aux États-Unis. Devant l'effondrement de l'autorité britannique en Amérique, les petites colonies du Belize anglais, très peu colonisées, acceptent de se joindre aux États-Unis. Un contingent US y est envoyé pour valider l'adhésion du Belize, qui se fait pratiquement sans aucun combat. En 1783, le traité de Paris entérine la reconnaissance des États-Unis comme nation indépendante, ainsi que ses conquêtes, sauf les îles turques et caïques, que l'Empire britannique refuse de céder pour garder une présence régionale. Après le conflit, les relations Nouvelle-France et États-Unis seront renforcées, et de nombreux liens de commerce se mettent en place. Alors que la Nouvelle-France continue sa colonisation progressive et l'assimilation des autochtones, les jeunes États-Unis vont passer les années suivantes à renforcer leurs nouvelles acquisitions dans les Bahamas, les Bermudes, mais à Belize en particulier, grand territoire qui offre plus de potentiel et de ressources que les archipels. Le 4 février 1794, le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies libère tout homme de sa condition d'esclave. Il dit notamment « Tout homme de quelque couleur qu'il soit jouit en France de tous les droits de citoyen s'il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer. » La France est ainsi la première à abolir l'esclavage parmi toutes les colonies des Européens. Si dans notre histoire, la loi du 20 mai 1802, établie par le consul Bonaparte pour des raisons économiques, conserve l'esclavage dans les colonies britanniques récupérées et va finalement évoluer en un rétablissement dans l'année, également dans les îles françaises, dans notre situation c'est différent. Il n'y a pas de récupération de colonies anglaises à cette date,
De plus, les finances françaises sont au beau fixe, grâce aux vastes colonies américaines. Ainsi, l'idée du rétablissement de l'esclavage est inutile et sera même contre-productif, en se mettant la population à dos. L'idée ne vient même pas consul Bonaparte et l'esclavage reste définitivement aboli. Des désaccords se forment fortement avec la Nouvelle-Espagne, en particulier sur la question de la Floride que les États-Unis revendiquent. À défaut de trouver un accord de vente satisfaisant, au début du XIXe siècle, les États-Unis préparent avec la Nouvelle-France une nouvelle offensive. 1803, les États-Unis lancent l'invasion de la Floride, mais également de l'île de Cuba. La Nouvelle-France se concentre sur le front ouest, où les troupes poussent vers le sud jusqu'au fleuve Rio Grande, frontière plus facile à défendre. L'autre front majeur a lieu sur Hispaniola, où les combats sont durs entre les Français d'Haïti et les Espagnols de la partie est. Depuis le Belize, les États-Unis remontent le long de la côte du Yucatan pour absorber cet État qui désirait s'émanciper de la Nouvelle-Espagne. Cette dernière peine à reprendre des territoires, mais ne cède pas complètement, maintenant une pression sur les fronts. À Cuba et Hispaniola, la population locale, pour beaucoup issue d'esclaves, s'agite à cause du conflit, nourrissant un fort rejet des puissances occidentales. Rien ne paraît très décisif jusqu'à la guerre d'Espagne napoléonienne de 1807. L'Espagne s'effondre, la paix est forcée à être signée sur le front américain très largement à l'avantage de l'alliance franco-USA. La Nouvelle-France étale un peu sa frontière vers le sud jusqu'au fleuve Colorado du Texas et garde l'intégralité de l'île d'Hispaniola. Les États-Unis récupèrent la Floride, Cuba, Porto Rico et le Yucatan. Néanmoins, dans les grandes Antilles, l'agitation de la population est forte. La gestion de Cuba et d'Hispaniola s'avère être un cauchemar pour les nouveaux maîtres des lieux. L'instabilité est permanente et va dériver petit à petit au fil des ans en une véritable guérilla armée contre les Français ou États-Uniens pour réclamer l'indépendance. En 1809 marquera la fin de la présence britannique en Amérique. Les dernières îles des Caraïbes seront prises par les États-Unis ou la France suite à la guerre de la 5e coalition. Et pour plus de détails, là aussi, c'est dans les commentaires, je sais. Les années qui suivent seront plus calmes en Amérique. Les territoires reprennent leur développement et on oublie pour quelque temps les conflits. Mais sur les territoires espagnols, les révoltes indépendantistes grondent. C'est le début de la période d'une grande vague de déclarations d'indépendance de nombreux pays d'Amérique du Sud et centrale. Pour des détails précis, c'est toujours noté en commentaire. Encore ? Mais pourquoi tu écris tout ça si tu le racontes pas ? Car il faut construire tout le contexte crédible, mais je n'ai pas une heure pour tout vous détailler non plus, donc commentaire. Cependant, en résumé, entre 1810 et 1825, de nouveaux États se forment. En Amérique du Sud, c'est la Grande Colombie qui occupe le nord, avec bientôt sa voisine, la République des Guyanes. Dans les Caraïbes, la Confédération antillaise, puis les îles caribéennes. L'Empire du Mexique se forme, éphémère, avant d'éclater en République du Mexique, la Grande Californie et la République fédérale d'Amérique centrale. Au nord, en 1824, un traité est signé pour établir une frontière plus claire entre les territoires de Nouvelle-France et ceux d'Alaska russe, car jusque-là, dû au peu de colons présents dans les environs, c'était une question très floue. La frontière côtière de l'Alaska est aussi remontée plus au nord. L'Alaska est finalement racheté à la Russie pour une belle somme en 1838 et reprend son nom aléoute non russisé, Alakshak, signifiant Grande Péninsule. Que reste-t-il en Amérique comme colonie européenne ? Eh bien oui, la Nouvelle-France. Dernier bastion colonial, mais pas des moindres. Cela dit, avec toute l'Amérique qui devient indépendante au fil des ans, les mouvements séparatistes se renforcent. Dans les années 1830, les revendications commencent à être exprimées auprès de la France, qui fait traîner les choses. La Nouvelle-France lui apporte tellement d'argent qu'il est compliqué de s'en séparer. Néanmoins, il devient évident qu'un accord pacifiste pour l'indépendance, ainsi qu'un maintien des relations, sera bien plus profitable à la France qu'un conflit ruineux. L'exemple en est avec les États-Unis à l'époque contre le Royaume-Uni. Il n'est pas question de reproduire un désastre similaire. En 1835, la déclaration d'indépendance de la Nouvelle-France est proclamée. Une période transitoire se met en place pour une durée de 3 ans pour assurer le meilleur accompagnement possible de la France dans cette indépendance et le placement d'accords commerciaux les plus nombreux possibles avant la libération de la colonie.
En 1838, la Nouvelle-France officialise son indépendance et devient la Confédération de Louisiane-Canada. Le drapeau reprend les couleurs bleu-blanc-rouge de la France, divisées en 2 grandes parties étoilées représentant les 2 super-régions de Louisiane et du Canada, entourées pour chacune de 10 étoiles représentant leurs États. Beaucoup de noms d'États sont inspirés directement des peuples américains. Michigami, signifiant Grand Lac en Ojibwe. Minnesota, signifiant Eau de la couleur du ciel en langue Dakota. Athabasca, signifiant Herbe ici et là en langue Cri. Ontario, signifiant Belle eau scintillante en langue Huronne. Mississippi, signifiant Grand fleuve en Ojibwe. Ohio, signifiant Belle rivière en Sénéca. Wyoming, signifiant la grande prairie en algonquin. Et enfin 3 États reliés à des grandes familles d'Américains, le Sionnais pour le groupe des Sioux et l'Algonquini pour les Algonquins. Bien que pour ces 2 cas, la réalité de présence de ces tribus dépasse très largement la limite de ces États, mais ils ont été créés pour en être un centre capital culturel et administrés en partie par ces derniers. Et enfin, sur le même principe, tout au nord, l'Inuit Nunangat comme territoire inuit. Mais parlons un peu de la population. S'il est difficile d'établir de manière sûre une estimation de la population des habitants des Amériques avant l'arrivée des Européens, il est clair que l'arrivée des colonisateurs a été dramatique. Rien que par les épidémies, comme la variole, la coqueluche ou la rougeole, ou d'autres encore, les populations américaines sans protection immunitaire contre ces maladies ont subi de très lourdes pertes, et cela se compte en plusieurs millions d'individus. À cela s'ajoute la colonisation violente par les Espagnols, faisant que la population du Mexique, par exemple, sera à 90% décimée, puis par les Britanniques. Mais comme dit précédemment, la France procède autrement. Au début du XIXe siècle, il était estimé que les territoires de la Louisiane et du Canada abritaient environ 2,5 millions de natifs américains. D'ailleurs, assez rapidement, les autorités parleront simplement d'Américains, pour les désigner car étant les habitants des Amériques. Et cela quelle que soit leur tribu d'origine. Et c'est aussi ce terme que j'utiliserai pour les désigner, pour rester dans le contexte. En comparaison, à la même époque, le nombre de colons principalement français, mais aussi de petites communautés d'autres nations, était d'environ 600 000 personnes sur tout le territoire. La priorité depuis 1763 étant le renforcement du territoire, la politique excluait toute répression envers les natifs américains, comptant au contraire sur eux pour pleinement les intégrer et renforcer la colonie avec leur aide. Durant les premières décennies du 19e, les contacts entre Français et Américains se multiplient. Ce sont des dizaines de tribus parlant de nombreuses langues réunies en quelques grandes familles culturo-linguistiques, comme les Algonquiens ou les Sioux, qui existent sur les territoires, et il faut donc à chaque fois reprendre les bases diplomatiques avec chacune d'elles, mais aussi comprendre les relations diplomatiques qui existent déjà entre les tribus, que ce soit des voisinages commerciaux et pacifiques, ou au contraire des ennemis jurés avec de nombreux conflits à gérer. Ce sont des centaines de liens intertribus qui sont à comprendre et à canaliser pour que les conflits ne soient si possible pas trop importants ou néfastes pour l'ensemble du territoire. Et des milliers de sites sacrés à inventorier pour les respecter et ne froisser personne. Le territoire de Louisiane-Canada est tellement immense qu'on n'y voit aucun souci à créer des enclaves intouchables ou des lieux réservés à des tribus. Un bureau spécial est établi pour cela dès 1798, l'Agence centrale des liaisons américaines, centralisant toutes les informations de centaines de diplomates et d'agents de liaison éparpillés pour faire le lien avec tous les Américains et qui sont aussi des interprètes qui connaissent une ou plusieurs langues américaines. Mais l'ACLA sert aussi pour accueillir et gérer, à l'inverse, des dizaines d'Américains venus établir des liaisons avec les colons français. Avec le temps, les nations américaines reçoivent de l'aide médicale, notamment pour limiter de nouveaux risques d'épidémies destructrices. Les tribus sédentaires qui pratiquaient l'agriculture, surtout de courges, haricots et de maïs, peuvent désormais également cultiver du blé et du seigle apportés par les Français. Il en est de même pour l'élevage, qui était limité aux chiens et à la dinde, qui se diversifie avec les ovins, bovins et volailles, et bien sûr le cheval. Quant aux tribus qui étaient semi-nomades, elles commencent à se sédentariser. Des villages américains de plus en plus gros prennent forme, s'inspirant à la fois de leur culture et des techniques de construction des colons, bien que l'architecture varie énormément d'une région à l'autre selon les tribus.
Plus de la moitié des agglomérations notées sur les cartes ont des noms dans des langues américaines, et elles sont particulièrement majoritaires dans les régions centrales du territoire. Des écoles sont installées dans les villages pour apprendre le français, mais aussi d'autres matières que les Américains ne maîtrisent pas forcément. Il n'y a pas trop de difficultés à cela. Les Américains sont déjà majoritairement polyglottes, parlant 2 ou 3 langues pour faciliter les contacts entre tribus différentes. Le français n'est qu'une langue de plus, bien que la construction linguistique soit très différente des langues américaines. L'apprentissage du français qui se développe sur toute une génération permet dans les années 1850 d'avoir une population américaine qui atteint désormais près de 5 millions de personnes, grandement francophones, en plus de leur langue natale. En échange, les Français, qui sont eux près de 7 millions, apprennent tout ce qu'il y a à savoir sur les cultures américaines, leur connaissance de la nature, des plantes et des troupeaux, permettant une exploitation respectueuse des ressources en suivant les méthodes ancestrales. Certaines plantes utilisées comme médicaments par les Américains sont étudiées plus scientifiquement par les Français. Cette absorption pacifique eut quelques accros, avec des tribus résolument hostiles à toute présence étrangère. Mais la plupart de ces rébellions furent matées par les autres tribus américaines elles-mêmes, dans le cadre de leurs conflits locaux, aidées s'il le fallait par les Français dans le cas d'écarts de puissance trop grands. Devant cette différence flagrante de traitement des Américains sous la juridiction française et ceux sous la domination écrasante hispanique, à partir de 1800, plusieurs peuples des territoires de Grande-Californie ou du Mexique voulurent migrer vers la Louisiane. Un sujet délicat à traiter, car il leur fallait des territoires vides pour s'installer, sans empiéter sur d'autres tribus locales si possible, même si certains acceptèrent ces réfugiés. Et surtout, cela mit sous tension les relations avec le Mexique et la Grande-Californie, qui n'acceptaient pas de laisser filer de la main-d'œuvre, et fit tout pour retenir par la force et la peur s'il le fallait, les autochtones dans les régions frontalières. Il en est de même à l'Est, où les Américains ont toujours été méprisés et refoulés, si ce n'est pire par les États-Unis, et dont certains tentent de fuir vers la Louisiane plus accueillante. Les États-Unis se moquent un peu de leur départ, se débarrassant ainsi de ce qu'ils prenaient pour une gêne, et mettent même en place un Expulsion Act, poussant de force vers la Louisiane la plupart des natifs américains des USA. Néanmoins, l'idée que la Louisiane semble plus attractive, plus positive que les États-Unis, fait naître une pointe de jalousie qui entachera encore un peu les relations. Les immigrés s'installent finalement majoritairement dans des villes déjà établies, à majorité coloniale française à l'origine. La population de certaines va littéralement exploser, comme la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge ou la Nouvelle-Toulon. La France, puis la Confédération de Louisiane-Canada, à partir de son indépendance, favorise aussi la mise en place de nouvelles villes dédiées à accueillir tous ces Américains. Ainsi seront créés Verbois, Champménil, la Nouvelle-Toulouse, ainsi que Yonkuik-Ijnalok et Techialistli, signifiant Nouvelle Aube et Espérance en nahuatl. En 50 ans, environ 200 000 immigrés américains s'installeront majoritairement en Louisiane. Au fil des décennies, les Américains s'occidentalisent. Des objets et techniques d'Occident rentrent peu à peu dans la vie quotidienne. Pour autant, l'influence française ne va pas jusqu'à écraser la culture américaine. Au contraire, un syncrétisme s'opère entre les nouvelles techniques et les traditions et arts ancestraux qui sont conservés. Ainsi, quand l'industrialisation rejoint les besoins des Américains, ceux-ci peuvent gérer des fabriques de vêtements avec des ateliers à l'occidental, mais servant à produire des habits aux couleurs et motifs artistiques purement américains. Cela s'applique aussi à la construction, que l'on voit dans les nouvelles villes américaines, mélangeant technique occidentale et art américain. Cette occidentalisation progressive va surtout s'opérer au tournant des années 1830 et s'accélérer drastiquement à partir de 1840. C'est d'ailleurs à partir du début des années 1840 que plusieurs petites lignes de chemin de fer apparaissent pour relier des villes pas trop éloignées dans les zones les plus densément peuplées. Mais avec les années, les États-Unis se sentent étriqués contre la Louisiane-Canada, sans possibilité d'expansion. Des revendications se forment pour réclamer les États de l'Ohio et l'Acadie notamment, mais la Louisiane-Canada reste sourde à ces propositions de rachat ou ces menaces. La Grande-Californie et le Mexique se détestent, étant issus d'une division du commun empire mexicain. De plus, la première se méfie de la Louisiane-Canada et le second des États-Unis qui leur sont voisins par les États du Belize et du Yucatan.
La République fédérale d'Amérique centrale, elle, tient sa cohésion dans le temps grâce à la forte influence que les États-Unis exercent sur eux. Comment la situation en Amérique centrale et du Nord peut-elle évoluer en cette seconde moitié du XIXe siècle ? C'est l'heure du choix, chers amis, là où vous choisissez la fin de l'histoire. Quelle fin préféreriez-vous? Ou trouveriez-vous la plus logique? 3 choix, à vous de dire dans les commentaires. Une prochaine vidéo annoncera vos résultats. Et c'est parti! En mars 1854, les USA s'allient avec la Grande Californie pour frapper ensemble la Fédération de Louisiane-Canada ainsi que le Mexique. Plusieurs lignes de front se forment alors. Mexique et Louisiane-Canada, dans le même camp par la force des choses, s'associent officiellement peu de temps après le début du conflit, afin de mieux coordonner les attaques et la défense. Sur le papier, les USA ont plus d'hommes et sont plus industrialisés que la Louisiane-Canada, mais cette dernière arme les farouches et sans peur guerriers américains qui s'en vont au front massivement contre l'ennemi de leur peuple. Favorisant les révoltes américaines sur les territoires de Grande Californie, qui deviennent de surcroît des alliés de l'intérieur, la côte est du Golfe tombe en 2 mois, et le territoire ouest s'amenuise de semaine en semaine. Le Mexique, lui, peine à refouler divers débarquements américains, ou depuis le front du Yucatan. Sur le front entre les USA et Louisiane-Canada, c'est plus compliqué, et une guerre de position s'installe, avec tantôt des avancées fulgurantes vers la Floride et une reprise, ou vers l'Acadie et l'Ohio, puis également une reprise. En avril 1855, la Grande Californie demande un arrêt des combats. Les négociations tournent largement en sa défaveur, et elle perd les 2/3 de son territoire, partagé entre la Louisiane-Canada et le Mexique. Le gouvernement est renversé au profit d'un État plus favorable au Mexique, prenant le nom simple de Californie. Les 2 alliés peuvent alors se tourner face au seul adversaire qui reste, les USA, qui renforcent leurs offensives au Mexique, moins efficaces en défense que le grand adversaire franco-américain, en faisant appel à la République fédérale d'Amérique centrale qui rejoint le combat. En octobre 1856, ne voyant pas d'issue se décider et le coût de la guerre commençant à peser pour les belligérants, une paix est signée avec les USA pour un retour à un statu quo avec la Louisiane-Canada, les frontières reprenant la place d'avant le conflit. Avec le Mexique, celui-ci a sévèrement reculé face aux offensives US et d'Amérique centrale. Il perd donc l'État du Chiapas, qui devient membre de la Fédération d'Amérique centrale, et les États d'Oaxaca, Tabasco et jusqu'à Veracruz, qui deviennent des États des USA. Nul doute que les tensions ne seront pas éternellement apaisées. Mais la Louisiane-Canada en sort encore renforcée et continue de confirmer sa position de membre dominant d'Amérique du Nord, quand elle achève en 1872 les lignes de chemin de fer Trans-Canada et Trans-Louisiane partant de Montréal qui traversent le pays et relient les petits réseaux locaux établis auparavant. La plus grande puissance d'Amérique du Nord, à 55% française et 45% de peuple américain, est lancée. La guerre nord-américaine, démarrée en 1854 entre les USA et la Grande Californie contre le Mexique et la Louisiane-Canada, a bien lieu. Mais le conflit tourne mal pour la Seconde Alliance. La poussée des USA a mené leurs troupes au cœur de la vallée de l'Ohio, qu'elle tient fermement. Divers débarquements des forces navales états-uniennes ont lieu le long de l'Acadie, peu peuplée et défendue. D'âpres combats ont lieu sur tout le territoire, et la participation massive des Américains font qu'ils portent également un très lourd tribut dans cette guerre, qui commence à avoir une mauvaise appréciation de la population américaine restée en arrière. Mais le territoire de Louisiane-Canada est trop gigantesque et les forces militaires pas assez nombreuses pour défendre l'entièreté des frontières. En 1858, la paix est signée, et les pertes territoriales sont considérables. La Grande Californie s'agrandit davantage en repoussant la frontière vers le nord et vers l'est. Les USA sont les grands gagnants de la guerre, récupérant l'État de l'Ohio, tout l'Acadie et des petits morceaux du Québec et du Michigan pour boucler la frontière. Au Mexique, ils récupèrent toute la côte est et près de la moitié du territoire se retrouve partagé entre USA et Grande Californie. Mais la guerre laisse des traces durables dans la politique et l'économie des pays. Dans les années 1860, les USA font face à la guerre civile qui déchire les États du territoire mexicain, unis à la Floride, contre le reste des États du Nord.
Moins d'une décennie après, en 1871, c'est la Louisiane-Canada, toujours marquée par la précédente guerre et à la politique instable, qui s'effondre dans la guerre civile. La faute aux États d'Algonquini et du Sionnet, les deux États capitales culturels, dirigés politiquement majoritairement par les peuples américains algonquins et sioux, qui veulent faire sécession et embarquer avec eux une partie de plusieurs autres États qui couvrent les terres de leur peuple. Le conflit oppose donc les tribus américaines et quelques alliés, armés de manière moderne, face aux troupes franco-européennes du pays. Après des débuts un peu chaotiques, rapidement les manufactures sous contrôle des Américains passent en économie de guerre et fournissent uniformes, armements et équipements de combat. Contrairement aux USA, qui ont su rester unis à la fin de leur guerre civile, en octobre 1874, la Confédération de Louisiane-Canada explose en morceaux à l'issue de la guerre et des traités avec les différentes parties. Les Américains obtiennent leurs États indépendants, qui, traduits dans notre langue, donnent l'Assemblée algonquine et l'Assemblée sioux, qui couvrent pour chacun la majorité de leurs terres culturelles. Ils conservent la gestion administrative et politique qui était effective lors de la gestion de leurs États, qu'ils ont appris auprès des Français et l'adaptent à leurs besoins pour leur territoire entier. Ce qui reste de la Louisiane-Canada, éclaté de part et d'autre des États américains, se casse en 3 nouveaux États en janvier 1875. La Louisiane, au sud, avec une grosse concentration française sur la côte, la capitale étant la Nouvelle-Orléans, le Québec, sur les berges du Saint-Laurent et des Grands Lacs, zone la plus densément peuplée par les anciens colons français, avec la ville de Québec pour capitale, et enfin le reste du territoire devient un Canada indépendant, vaste mais très peu peuplé, contenant encore les territoires inuits en son sein, ceux-ci n'ayant pas cherché à forcer leur indépendance par les armes. La Nouvelle-Brest sur la côte pacifique étant la capitale. Les USA, renforcés par leur position actuelle et par l'effondrement de la Louisiane-Canada, en resteront-ils là dans leurs ambitions ? Si la guerre nord-américaine a bien lieu dans les années 1850, inévitable due aux tensions accumulées depuis des décennies, le front qui craque en premier provient de la tension politique extrême qui règne depuis l'éclatement de l'Empire du Mexique, entre l'État mexicain et la Grande Californie. En 1857, le Mexique se décide à reformer son empire et attaque vers le nord contre les troupes californiennes qui se mobilisent pour tenter de retenir les Mexicains. Les USA et la Louisiane-Canada observent les événements, tentant de se renseigner sur l'évolution du front, et les deux pays, alors qu'ils sont à la base en friction, discutent entre eux devant la possibilité de profiter de la situation. Mais aucun ne se lance dans la bataille pour le moment, se préparant seulement en secret. Un an plus tard, en 1858, alors que le front nord n'est pas terminé, c'est vers le sud, contre les États de la République fédérale d'Amérique centrale, que le Mexique se lance. Cette fois, les USA qui s'en portaient garants déclarent en retour la guerre au Mexique. Suite à l'alliance opportuniste secrète qui avait été convenue, la Louisiane-Canada suit les USA contre la Grande Californie. Les deux primo-belligérants déjà éprouvés par un an de conflit se trouvent pris en étau par deux grandes puissances. En quelques mois, les fronts s'écroulent et Mexique comme Grande Californie ne font que reculer face à leurs adversaires. En mai 1859, une reddition sans condition est signée. Grande Californie comme Mexique n'existent plus sous leur forme précédant la guerre. À la place est reformé un État mexicain plus petit au gouvernement composé par l'alliance USA-Louisiane-Canada pour en faire un État allié fantoche. Le reste des territoires sont partagés entre les deux vainqueurs, l'État du Chiapas revenant tout de même à la République fédérale d'Amérique centrale. Les États-Unis trouvent une réponse à leurs besoins d'expansion, devant faire avec un pays désormais bilingue anglo-espagnol entre les États de la partie côte est et ceux de la partie mexicaine. La Louisiane-Canada s'agrandit de 4 nouveaux États découpés entre les territoires conquis, 2 dédiés à la Louisiane et 2 pour le Canada, pour rester dans l'équité entre les deux super-régions. Le drapeau étant mis à jour en conséquence. Après une guerre de sécession difficile pour les États-Unis, recevant l'aide de leur allié fédéral d'Amérique centrale, en 1866, le jeu politique en place depuis des décennies par les États-Unis sur ces derniers s'achève par une victoire. La République fédérale d'Amérique centrale fusionne avec les USA. L'Amérique du Nord se retrouve ainsi avec deux grandes puissances indétrônables, les USA et la Louisiane-Canada.